Donc merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence sur un petit peu la question de la place de la peinture, de la place institutionnelle de la peinture en France. C'est une table ronde qui s'inscrit dans le cadre du parcours immortel que nous avons proposé avec Amélie Adamo pendant Art Paris, et qui fait suite à une exposition également sur ce thème qui s'appelait « Vitalité de la jeune peinture figurative française » que nous avions faite au MoCo il y a 2 ans. Et qui, Thomas, tu as eu l'occasion de le dire d'ailleurs, et c'est vrai, qui a fait le record d'entrée au MoCo pour une exposition. Et je crois que ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il y a une appétence pour cette question qui suscite aussi beaucoup de débats et parfois de polémiques. Curieusement, on aura sûrement l'occasion d'en parler. Et c'est vrai qu'on avait été ravis de cette exposition au MoCo, et on est très heureux d'avoir pu la prolonger à Art Paris. Mes 2 invités, que je suis très fier et un peu intimidé d'accueillir et de réunir, oui bien sûr, Cécile Debré d'abord. Vous êtes conservatrice générale du patrimoine depuis 2021, présidente du Musée national Picasso à Paris. Vous étiez précédemment directrice du musée de l'Orangerie. Vous aviez entre autres introduit de nouvelles programmations contemporaines. Vous avez été également chargée des collections modernes au Centre Pompidou. Et parmi les très importantes expositions que vous avez initiées, citons d'abord celle qui est actuellement, qui est consacrée à l'art dégénéré et qui se tient donc au musée Picasso. Question évidemment à la fois historique, intemporelle et d'actualité. Citons également Les Contes cruels de Paola Rego en 2018 au musée de l'Orangerie. Marcel Duchamp, La peinture même, au Centre Pompidou en 2014. Lucien Freud, L'Atelier en 2010. Elle, Centre Pompidou en 2009. C'est évidemment une sélection très personnelle, très subjective que je fais là. Et par chauvinisme, je vais en rajouter une. Francis Bacon, Bruce Nauman, Face à face, l'art comme expérience. C'était en 2017 et c'était au musée Fabre à Montpellier. Et peut-être que vous pouvez ajouter Fess Ringgold. Absolument. Absolument. Dans cette lignée. Dans cette veine, tout à fait. Thomas Lévillane, tu es artiste, peintre, diplômé en 2004 des Beaux-Arts de Paris, pensionnaire de la Villa Médicis en 2018. En 2024, je cite donc l'année précédente, 2 expositions personnelles, La fin du banal au Centre d'art Les Églises à Chelles, L'impuissance à la galerie des Filles du Calvaire, où l'on peut voir pendant Art Paris tes œuvres. Je le dis, si après vous voulez les voir, c'est au stand C5. Tu viens de publier une magnifique monographie aux éditions de Beaux-Arts de Paris. Voilà. et tu as reçu il y a 3 jours le prix BNP Paribas, comme on dit, pour l'ensemble de ton œuvre. Ouais. Par ailleurs, tu es également, j'allais dire, une figure fédératrice, peut-être des peintres de notre pays, et au-delà d'ailleurs des peintres, des artistes, par les actions que tu mènes avec la DAGP. Également pour ton émission Les Apparences sur YouTube, dans lequel tu as reçu énormément de peintres, une centaine 93. J'étais pas loin, 93. Et puis tu es également à l'origine, plus que ça, tu as organisé une exposition très, très importante, même si elle a duré qu'15 jours, mais qui a été formidable, le Jour des peintres, en septembre dernier, au musée d'Orsay. Tu es donc connu à la fois pour ton altruisme envers les autres artistes et en même temps pour tes interventions souvent très remarquées. D'un petit mot simplement pour vous parler des coulisses aussi de cette rencontre. Je sais que on ne le fait pas forcément, mais là peut-être en dire un mot. Nous avions prévu
au regard du sujet, bien sûr, d'inviter des personnalités, des responsables du ministère de la Culture. Euh, pour échanger bien sûr avec nous sur ces questions, pour dresser des bilans, des perspectives, des projets. Et malheureusement, nos interlocuteurs se sont un peu renvoyés la balle. Il y a eu des échanges qui ont été assez longs. Et malheureusement, soit ils étaient absents, soit ils étaient déjà pris. Bon, en tout cas, on a eu une fin de non-recevoir. Je ne veux pas en tirer évidemment de conclusions hâtives. Je ne veux pas faire de procès d'intention. Évidemment, c'est tout à fait possible qu'on les ait contactés trop tard ou qu'on s'y soit mal pris ou qu'on ait mal dit les choses. Non, mais c'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, on peut noter qu'il y avait un certain manque d'enthousiasme, je dirais, à venir discuter de cette question. Et c'est dommage parce que vraiment, il y avait, de ma part en tout cas, vraiment aucune intention de polémique, mais je suis sûr qu'on aura d'autres occasions de le faire. Contre mauvaise fortune, bon cœur, je vais donc jouer moi un petit peu le rôle du contradicteur à contre-emploi. Je tiens à le préciser à l'avance puisque la conférence est filmée et pour pas qu'il y ait de confusion et parce que je veux pas qu'on me sorte après des bouts de phrases que j'aurais pu dire un peu sortis de leur contexte en disant ah ben il est joli le défenseur de la peinture. Voilà, donc je préfère le dire en amont. Et une partie des choses que je vais pouvoir, des questions que je vais pouvoir poser, sont des questions aussi que, en tant que personne qui défend la peinture, j'ai souvent entendues. Voilà, donc je les ai souvent entendues et je vais pouvoir vous donner à répondre à cela. Voilà, première question. Je vais m'adresser peut-être d'abord à toi, Thomas. On entend parfois que la peinture française a été négligée par les institutions. Là, nous sommes dans la foire d'Art Paris et il y a une omniprésence de la peinture qui d'ailleurs a été gentiment soulignée par les journaux, puisque l'article du Monde qui parle d'Art Paris récemment commence par une citation dans laquelle il y a marqué « c'est très, très figuratif ». Donc, en effet, c'est incontestable que là, la peinture figurative n'est pas absente. Et je dirais, je pense, mais peut-être que je me trompe, que le soutien du marché à la peinture figurative n'a jamais cessé, que ce soit les collectionneurs ou les galeries, et même d'ailleurs les fondations. Et est-ce que tu ne penses pas finalement qu'il était ou qu'il est dans le devoir de l'institution publique, en quelque sorte, de rééquilibrer en présentant dans les institutions, dans les musées, peut-être des médiums qui sont plus difficiles d'accès que la peinture, en quelque sorte, si tu veux, d'ailleurs des médiums qui peuvent être plus engagés, la peinture étant du côté du marché et finalement d'autres médiums étant du côté de l'institution. Oui, bah ça c'est un argument qu'on m'a souvent dit. Donc je pense par exemple à Colette Barbier de la Fondation Ricard, que j'allais voir en lui demandant de faire une exposition de peintres contemporains vivants, en lui disant que ça s'est jamais fait, que ça allait être super et tout ça. Et en fait, elle m'expliquait que elle, son travail en tant que fondation, c'était de mettre en valeur des artistes qui justement n'avaient pas forcément de vente. Donc ça devenait un défaut de vendre, quoi. Voilà. Le fait est que pour un artiste contemporain, c'est important de passer par la médaille Fondation Ricard pour pouvoir ensuite passer par le Centre Pompidou et tout ça. Donc on était déjà il nous coupait déjà une partie des échelles. Voilà. Et donc le fait est qu'il y a toujours eu des peintres qui peignent en France. Donc là, par exemple, dans le quotidien de l'art de spécial hors série du Grand Palais, il y a encore le titre avec ta tête et mon tableau. Il y a écrit le retour de la peinture figurative. Et moi, je dois dire que j'en suis peut-être à mon déjà 4e retour de peinture figurative en 20 ans, quoi. C'est-à-dire que en 2012, j'avais organisé une conférence qui s'appelait Pourquoi annonce-t-on le retour de la peinture tous les 10 ans depuis toujours. C'est en 2012, quoi. Voilà, c'est pour vous dire que c'est une longue histoire. Et en gros, le fait qu'on parle de retour et qu'il n'y ait pas d'acte, à mon avis, d'acte ou qu'on ne se sente pas installé, c'est parce que justement, on bute. Il y a plein d'artistes qui produisent, il y a plein de peintures de bonne qualité, de mauvaise qualité, de très très bonne qualité. C'est-à-dire que je ne soutiens pas la peinture, je soutiens des peintres et pourquoi pas des peintures de certains peintres. C'est-à-dire que ce n'est pas la peinture en tant que médium qu'on va soutenir, mais vraiment la qualité des artistes, leur courage, leur ambition, leur ténacité. Devant cette énergie-là, peu à peu, les digues cèdent. Là, ce qui m'amuse aujourd'hui, on est en 2025, c'est que ça soit des musées
d'histoire, comme le musée d'Orsay, comme là en ce moment à Versailles, avec Christophe Le Ribaud et Guillaume Bresson. Christophe Le Ribaud donne une rétrospective où il y a tous les tableaux de Guillaume Bresson presque à Versailles. Il faut savoir que Guillaume Bresson, il n'a jamais eu d'exposition en centre d'art ou en front régional d'art contemporain. Donc il est passé directement de la galerie au musée de Versailles. C'est bien dire qu'il y a un problème de palier qui est intéressant à noter, quoi. De la même manière, Bilal Hamdad qui fait une exposition prochainement au Petit Palais, bon bah pareil, il passe directement de la galerie au Petit Palais, quoi. Voilà, donc c'est les musées, on va dire que c'est les musées d'histoire qui commencent à céder face à quand même la bêtise générale et l'énergie du côté des artistes. Et donc ça, c'était une très grande joie d'organiser le Jour des peintres au musée d'Orsay, parce que c'était une espèce de preuve par les faits que bah oui, ça intéresse les gens. Il y a eu 17 000 entrées en un jour. Que oui, il y a quelque chose de vivant parce que c'est des peintres vivants et que c'est beaucoup plus joyeux de rencontrer les artistes et de partager ça. Et c'est peut-être même beaucoup plus incluant, que ça pourrait même être plus écologique parce que finalement, c'est quoi? C'est une camionnette dans Paris qui se balade pour prendre les tableaux et voilà, c'est réglé. Il n'y a pas beaucoup de. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que moi, moi j'ai fait les apparences parce que j'ai voulu m'intéresser aux autres et, et faire du bien à mon biotope, c'est-à-dire penser que c'était des gens bien et que c'était intéressant et qu'il fallait juste les montrer pour que les gens s'en rendent compte. Et le fait est que là, maintenant, il y a quand même la question du gâchis, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui sont très bons. Moi, je les trouve bien meilleurs. Alors, je vais pas faire c'est pas mon rôle de faire des plus ou des moins ou je sais pas quoi, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai un sentiment de gâchis à avoir toutes ces énergies-là qui ne sont pas forcément relayées, notamment par les institutions, quoi. Alors on peut me dire que bah oui, il y a d'autres arts et tout ça. Moi j'aime la biodiversité, j'aime tous les animaux, donc j'aime la photographie. Là je trouve qu'il n'y a pas assez de photographie, par exemple il n'y a pas assez de vidéos. Il pourrait y avoir plus d'installations. Enfin voilà, les performances, je dirais moins de choses parce que j'ai pas trop aimé hier soir. Mais le fait est que il pourrait y avoir de la place pour tout le monde si on se donnait un peu voilà, le temps de regarder les choses et d'avoir du soin, quoi. Voilà. Mais derrière ma question, il y avait aussi cette idée qu'on entend parfois, hein, qui est de dire finalement que, si tu veux, est-ce que la peinture a encore un rôle politique ou sociétal, si tu veux, à jouer? Est-ce que finalement, je suis désolé de le dire comme ça, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu du côté de l'appartement bourgeois, si tu veux, et des modes d'art contemporain, d'ailleurs, comme on dit art contemporain, peut-être formellement plus difficile à comprendre, qui serait du côté de l'engagement, du politique, etc. Oui, enfin, c'est un débat immense, hein. Moi, j'ai plutôt envie de répondre. Alors, bien sûr, j'ai une casquette institutionnelle puisque je suis directrice de musée, mais je répondrais peut-être plutôt en historienne d'art. Je pense que vous avez. Enfin, alors, pour prendre les choses dans l'ordre, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas dire que la peinture et la peinture figurative soit minorisée ou soit un phénomène ostracisé. Enfin, je pense que ça serait un peu exagéré. Ensuite, il y a une autre question, c'est-à-dire si la question du marché de l'art et de la peinture, et qui plus est de la peinture figurative, elle vient rejoindre en fait la question effectivement je dirais de la manière dont la White Box, qui est un peu le dispositif du musée d'art contemporain ou même du musée d'art moderne, si on est dans une tradition moderniste, c'est construite. Et c'est vrai qu'on va dans une boîte blanche pour un type d'œuvre, que ce soit les installations, que ce soit des sculptures monumentales. Et pour la peinture, il faudrait rappeler, en fait, puisque vous parlez du politique, qu'il y a bien longtemps que la peinture a voulu dépasser, disons l'art a voulu dépasser les catégories classiques de la peinture, dont la peinture d'histoire, et avec un grand format, avec l'idée que ce soit une sorte de genre qui englobe tous les genres, et qui avait déjà dès le 19e siècle, qui avait sa place au salon et pas du tout dans les demeures. Donc si on voit le marché de l'art, évidemment que on est vers un art qui s'inscrit plus, je dirais, dans un
un contexte de vie, un contexte privé dans lequel ça fonctionne sans doute mieux. Voilà, alors pour moi, tout ça, c'est très vaste. Hein, et s'il fallait parler de la position des institutions, et on l'a souvent évoqué ensemble, il y a des questions de génération. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une période qui est post, on va dire, post-idéologique. Enfin, je ne sais pas comment le définir, mais c'est vrai que les conservateurs que nous sommes sont, et là je parle des conservateurs en art moderne et en art contemporain, commencent à se dégager d'une forme de, je dirais oui, de position assez tranchée, assez raide sur des typologies d'art, l'art conceptuel ou l'art abstrait versus l'art figuratif, etc. Donc là, tout le monde quand même accepte l'idée qu'on a un peu dépassé cette typologie. Il est vrai qu'il y a encore... Je l'ai prouvé. Non, mais parce que l'institution, elle est lente. Je veux dire, donc il y a encore des... surtout dans le milieu de l'art contemporain, c'est vrai que ce sont des langages qui ne sont pas les mêmes, quoi. Et moi, je n'aimerais pas... comment dire, je n'aimerais pas non plus remettre en cause totalement cette discipline de l'art contemporain qui effectivement a un rôle à jouer sur des engagements politiques. Il faudrait voir comment la peinture peut devenir un peu plus politique. Vous avez parlé de l'art dégénéré, je pense qu'on est quand même à un moment de notre histoire où il va falloir en tout cas porter des messages, des thèmes. Voilà, enfin bon, mon intervention là, elle est un peu confuse et un peu vaste, mais je voulais rappeler la question des générations, la question d'institutions, marché public, et puis, comme tu l'as dit, je ne crois pas du tout qu'on assiste aujourd'hui à un retour de la peinture figurative. Alors ça, j'y crois vraiment pas. On pouvait le dire il y a 30 ans, mais je pense qu'on n'en est plus là. Sur la question des générations, c'est quand même aussi on va dire, le travail des institutions de mieux regarder peut-être ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire ce que font les artistes. Ça, c'est une chose que je trouve importante, c'est que les gens qui font l'art, c'est d'abord les artistes, quoi. Et donc, s'il y a une vitalité comme ça qui se déploie, que des gens dans leur coin, alors que vraiment on leur demande rien du tout, mettent autant d'énergie et autant de cœur, et avec, moi je trouve, des œuvres d'une très grande qualité, c'est bien qu'il faut les regarder. Voilà, c'est un vrai sujet parce que... Oui, alors l'institution, elle n'est jamais... Alors je sais que vous n'avez pas trop le temps, parce qu'il y a plein de trucs à faire, il faut aller chercher de l'argent, tout ça. Non, on doit prendre le temps. Je veux dire, l'institution, elle est coincée entre son statut de consécration et voilà, entre le salon d'un collectionneur particulier et la salle de musée. Il y a un pas qui... Et je pense qu'il faut garder ce statut un peu sacralisant et un peu... et un peu je dirais de consécration pour l'artiste. Et puis par ailleurs, je suis bien d'accord et je crois que mes collègues sont totalement conscients de ça, c'est qu'on n'en fait pas assez. Évidemment qu'on n'en fait pas assez, on n'a pas assez de moyens, on n'est pas assez tourné vers ce qui se passe dans les ateliers, etc. Et tu trouves ça satisfaisant que le plus grand prix d'art en France, qui soit le prix Marcel Duchamp, soit un prix organisé par les gens qui tiennent les salons ? C'est-à-dire que c'est des collectionneurs qui ont des salons bourgeois où il y a les tableaux dedans, et c'est eux qui vont dire qui est le meilleur artiste de France. Alors ça, je ne vais pas me prononcer sur... Non, mais voilà, c'est un prix. Moi, je trouve que c'est une vraie question. Voilà. Non, mais... Et donc là, par exemple, la DGP a poussé à ce que... souhaité multiplier en tout cas, la DGP qui finance en grande partie ce prix a poussé à ce qu'il y ait des artistes maintenant dans le jury. Et je crois que ça s'est très bien passé l'année dernière. Absolument. Mais peut-être, est-ce que tu peux quand même nous dire quelque chose sur cette question du rapport de la peinture avec la chose politique ou avec la question politique? Vous en avez parlé un petit peu et je le dis parce que c'est quand même un des reproches qu'on peut entendre, c'est-à-dire que la peinture ne serait pas de ce côté-là, elle serait du côté de l'agrément ou de choses comme ça. Oui.
Alors moi, par exemple, j'ai fait un tableau qui est une peinture d'Auschwitz. Bon, bah, c'est vrai que on a réussi à la vendre avec la galerie Les Filles du Calvaire, c'était un miracle, mais c'est un tableau quand même extrêmement difficile à mettre dans son salon. Il faut quand même un engagement profond de la part du collectionneur, que je remercie peut-être tous les jours s'il veut, je lui envoie un petit texto, d'accepter d'avoir ça dans son salon. C'est vraiment un vrai enjeu. Donc je pense que là où l'art moderne et l'art contemporain a vraiment offert quelque chose à la peinture, c'est que justement, on peut faire des tableaux antipathiques, on peut faire des tableaux durs, que le côté charme des tableaux, bah, il n'y a pas que ça, quoi. C'est que Laurent Proulx, je pourrais en citer plein d'artistes, alors je vais essayer de travailler ma caboche pour en trouver, mais Laurent Proulx, Marlène Moquet, tout ça, c'est pas des peintures c'est pas si séduisant que ça, quoi. C'est pas des objets, avoir ça chez soi, c'est une belle présence, c'est une vraie présence, quoi, voilà. Et donc je pense qu'il y a quand même une liberté qui est encore plus ouverte, et qui s'est encore plus ouverte avec l'art contemporain. Même, je sais pas, moi j'ai commencé par Hermann Nietzsche, quoi. C'est quelqu'un qui me plaisait beaucoup quand j'étais jeune. Voilà, donc cette chose-là a ouvert des champs, quoi. Après, le point de dire qu'on gagne de l'argent avec de l'art, ce qui est quand même, c'est quand même, moi je comprends pas le reproche, voilà. C'est-à-dire que je trouve que c'est un métier, qu'il y a du travail, il y a un engagement très fort. Je tiens à dire, ça c'est dans le rapport Racine, que les gens les moins bien payés du monde de l'art, c'est les artistes, ce qui est quand même un truc un peu étonnant. Et donc, oui, on n'est pas des gens d'argent. Puis si, ça, je le dis souvent, mais si vous nous donnez de l'argent et vous achetez des tableaux, ça, on n'y va pas aller aux Bahamas pour glander. En fait, on va tous travailler furieusement dans nos ateliers, voire faire des choses plus ambitieuses et plus grandes. Et donc, on pourrait dire que c'est mon côté de droite. Je trouve ça pas indécent d'avoir de l'argent en tant qu'artiste parce qu'on fera des meilleures choses, quoi, en fait, voilà, et de manière plus confortable et plus heureuse. Et je tiens à dire que là, j'ai interviewé 93 artistes, même les plus connus ou les plus reconnus, ils sont vraiment pas bien traités. Vraiment pas bien traités. Je ne peux pas donner des exemples parce qu'évidemment, on va tout de suite penser à des noms, mais ça va du galeriste qui doit des sommes à 6 chiffres à son artiste à tel salon qui utilise l'image sans lui demander, à des rapports de force avec les musées et tout ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de lumpel-prolétariat comme ça, même pour des grands artistes, je veux dire, qui sont vraiment pas bien traités. Et moi, ce que je dis aux grands artistes, c'est je leur dis, mais tu te rends compte, si toi, tu es traité comme ça, comment sont traités les plus petits, quoi. Et voilà, c'est un vrai enjeu. Et moi, c'est pour ça aussi que je me bagarre pour ces choses-là, parce que j'aurais besoin de rêver et d'être jaloux des gens. Donc, par exemple, je trouve que Françoise Petrovitch, quand elle a une exposition géniale à Landerneau chez Michel-Édouard Leclerc, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas à Beaubourg, quoi. C'est-à-dire que ça serait le moment et l'âge et la maturité de son travail. L'exposition était formidable. Il faut qu'elle soit au Centre Pompidou pour que ça ait du sens pour elle. Écoute, déjà, elle sera au MoCo, c'est pas mal, cet été. C'est vrai. Voilà. J'ai fait exprès de parler de Françoise Petrovitch. Non, c'est trop malin. Je te remercie. Mais par exemple, tu vois, tu as souvent critiqué les fracs. Je vous pose la question à tous les deux, mais tu as critiqué les fracs. J'ai mes petits chiffres. Est-ce que c'est pas logique, d'un certain point de vue, qu'un frac qui est censé défendre en particulier souvent la scène locale, il y a eu ça souvent dans les fracs, et de jeunes artistes qui sortaient par exemple des Beaux-Arts, et souvent qui n'étaient pas peintres, et précisément dont on imagine que le travail aurait eu du mal à se trouver dans une galerie, à avoir des collectionneurs réguliers Bon, est-ce qu'il n'était pas logique finalement que les institutions se tournent davantage vers ces formes qu'il fallait soutenir, peut-être plus que la peinture ? Alors, mais totalement. Moi, encore une fois, je ne suis pas du tout contre l'art contemporain. Moi, j'ai eu la chance, j'habitais dans le Marais, donc je suis un privilégié. Et à 13 ans, j'ai découvert les galeries d'art et c'était mon lieu, mais j'étais d'un snobisme fou à 13 ans. C'était formidable. J'allais dans les galeries d'art et je découvrais des installations de Jenny Holzer, des trucs de Daniel Spoeri. J'adorais ça. Moi, j'étais fan de Boltanski. Enfin, je suis toujours fan de Boltanski. Mon sujet, c'est pas de rejeter ça. C'est juste de dire, regardez ce qui se fait et il y a quand même un trésor qui n'est pas à développer. Et si on veut parler de politique et de frac, ça, quand même, je tiens à le dire, et c'est désagréable, et je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire quand même, c'est que les fracs, ça coûte 28 millions d'euros par an. Donc c'est 28 millions d'euros, dont 14,9 millions du ministère de la Culture, le reste, c'est les régions. Et je tiens à dire qu'on est quand même dans 2 ans, il y a peut-être Marine Le Pen ou Jordan Bardella ou quelqu'un au pouvoir. Donc c'est important que ces lieux-là, c'est des lieux du commun, c'est le lieu des Français, ils soient quand même habités, quoi. Et en fait, les fracs, avec tout cet argent-là, pour 22 fracs, ils font 1 877 000 visiteurs. Ça me paraît pas beaucoup. C'est-à-dire que, encore une fois, et en comptant les scolaires et tout ça, quoi. Quand on fait l'exposition au MoCo, quand moi je fais une exposition les apparences à Perpignan, en fait la peinture c'est beaucoup plus anti-bourdieusien possible. C'est-à-dire que n'importe qui peut se projeter
c'est un médium où les gens se projettent facilement dans le médium. Quand Mickey va voir un musée, ça c'est Eni Halfdan qui me dit ça, c'est quand on va, donc c'est une peintre, quand Mickey va au musée, les tableaux, les gens, Mickey voit le tableau, c'est-à-dire que l'art c'est la peinture, quoi. Et ça c'est une capacité d'accueil qui est très très grande, je trouve, et qui n'est pas, à mon avis, assez développée dans ce genre de milieu, que ce soit les centres d'art ou les fracs. Cécile Debré, peut-être un mot sur les fracs, où je vais les défendre moi-même. Mais... Oui, parce que moi je suis vraiment... Enfin, moi je suis une moderniste. Oui, c'est pas son... Du côté des musées. Donc le FRAC, c'est une institution effectivement qui est là pour soutenir l'art vivant et qui est là pour soutenir aussi l'art dans les régions. Donc je crois que ce sont des structures qui sont déjà très fragiles. Qui sont beaucoup remises en cause. Je pense qu'il y a un moment de crise aussi pour ces institutions et j'ai une pensée quand même amicale pour tous ces directeurs qui se battent au quotidien. Je tiens à dire que j'ai passé 3 jours au CIPAC, c'est le Congrès international des professionnels de l'art contemporain à Marseille, et j'ai vu à quel point c'était extrêmement difficile pour eux et que c'était un lieu... Non mais c'est vraiment, je n'en doute pas. La question c'est quelle est la bonne politique par rapport à tout ça. Voilà, je dois avouer que je n'aimerais pas travailler dans le champ de l'art contemporain, c'est-à-dire parce que je trouve que c'est très compliqué d'être plongé, on est plongé dans son époque et on doit avoir un exercice en tout cas du regard, du soutien, encore une fois avec les moyens qui sont les moyens de l'État, donc qui sont somme toute des moyens modestes et qui sont là, je dirais, les ressources de l'État sont comptées. Et donc, c'est vraiment un exercice difficile. Donc, soit ce sont des choix engagés et des choix qui relèvent du subjectif. Et souvent, ce sont les meilleurs parce que à la rigueur, il vaut peut-être mieux avoir un directeur qui va soutenir l'art conceptuel et qui va aller chercher les artistes les plus pointus et les plus efficaces et les plus efficients dans ce domaine-là, qu'une sorte de saupoudrage qui se voudrait équitable et le plus juste. Je ne sais pas, c'est compliqué. Je pense que si on parle à des critiques d'art, ils feraient aussi... ce type de choix. C'est difficile, même si on est dans une période plus ouverte et qu'on peut regarder aujourd'hui de manière plus équilibrée, je dirais, toutes sortes d'expressions. Je crains, et c'est peut-être un risque que court notre époque, je crains à une sorte de tiédeur généralisée dans ce qu'on fait. Donc, voilà, alors en tant qu'historienne, moi j'ai plus de liberté d'historienne d'art et c'est sans doute plus facile d'aller chercher des artistes qui, selon moi, méritent d'être montrés en France, qui sont peu montrés en France. Bon, ça c'est un exercice qui est plus facile parce qu'il y a toute une carrière derrière qui a consacré, je ne sais pas moi, le parcours d'une Fess Ringgold, le parcours d'autres artistes. Là, on va montrer Maiolino, qui est une artiste conceptuelle, féministe, brésilienne, et je suis très à l'aise voilà, pour passer d'une catégorie à une autre. Voilà, ce que je pense, c'est qu'il y a un risque quand même à vouloir... hélas, le statut de l'artiste a toujours été difficile. Je veux dire, c'est pas... Alors là, il y avait l'expo Ribera devant, au Petit Palais, juste en face. Ribera, il a eu une vie absolument délicieuse. C'est-à-dire, moi, je rêverais d'avoir cette vie. C'est-à-dire qu'il a été accueilli par la ville de Naples, il y avait des commandes dans tous les sens. Oui, pour 100 autres qui... Le fait est que moi, j'ai pas de jalousie à avoir par rapport aux artistes qui sont de mes contemporains. Donc c'est vrai qu'il y a un problème. Thomas, moi j'aimerais aussi d'un mot quand même défendre les fracs sur 2 points. Défends-les, après j'ai le droit de taper dessus un peu. Voilà.
premier point, d'abord en effet sur les difficultés financières qu'ils peuvent éprouver. Certes, il y a l'argent que donne le ministère de la Culture, mais il y a souvent une autre source de financement qui sont par exemple les régions. Et on a vu récemment voilà, c'est comment les régions sont désinvesties d'une partie de ces lieux, qui se retrouvent du jour au lendemain sans possibilité d'acquisition, et à se poser la question de savoir tout simplement comment ne pas mettre au chômage les gens qui travaillent dans ces lieux, premièrement. Deuxièmement, il y a autre chose, on ne peut pas simplement mesurer l'action des FRAC au nombre d'entrées qu'ils ont dans leurs murs. Une des missions essentielles des FRAC, c'est de mettre des œuvres un petit peu partout sur le territoire, par exemple dans les écoles, dans un certain nombre de lieux, et ça on ne peut pas quantifier, si tu veux, le nombre de personnes qui passent devant. J'ai les chiffres du FRAC eux-mêmes. Donc dans les murs, c'est 495 000 personnes, et hors les murs, c'est 1 215 000 personnes. À l'étranger, 82 000. C'est eux qui les donnent. Non, mais quand ils disent hors les murs, c'est quand ils font une exposition qui est hors de leur propre lieu d'exposition. Mais ils ne comptent pas, par exemple, quand tu mets une sculpture au milieu d'un lycée, dans un collège, etc. Je ne dis pas que c'est formidable, mais je dis que ça, ils le font. Moi, je dis que c'est formidable. Je suis très heureux d'être dans un pays où il y a des FRAC. Et que c'est vraiment une de leurs missions extrêmement importantes, et qu'ils le font tant bien que mal dans des situations difficiles. Et qu'on voit d'ailleurs, je connais un exemple, quand les FRAC sont en difficulté dans une région, la totalité de, j'aime pas trop ce terme, mais de l'écosystème artistique en souffre. Voilà. Mais là, si on parle d'art et de politique, moi je suis d'accord pour dire que les FRAC sont sous-financés, que c'est pas bien et qu'il faut se battre pour qu'il y ait plus d'argent pour les FRAC, et que c'est une vraie question. Là, la question c'est est-ce qu'on croit ou pas, est-ce que fait l'art, quoi. Voilà. Moi j'y crois. Moi je tiens à dire que je pense que par exemple un fonds régional d'art contemporain, c'est un lieu où il pourrait se retrouver plein de gens qui ne se connaissent pas, de plein de milieux différents, de ne pas avoir peur d'y aller, qui se sentent pourquoi pas fiers de leur pays parce qu'ils vont dans un lieu qui est beau et qui est accueillant, où il y a des choses belles à l'intérieur, belles ou intéressantes ou passionnantes, où ils apprennent des choses et que c'est vivant, et qu'il y ait des vieux et des jeunes mélangés, exactement le contraire de la société qu'on est en train de vivre là. Voilà. Je pense à un exemple par exemple que j'aime beaucoup parce que je les ai vus hier, c'est l'Artothèque de Caen, qui est un lieu, c'est une bibliothèque c'est une bibliothèque pour œuvres d'art. Ça coûte 60 € par an pour avoir le droit à une œuvre d'art par mois chez soi. Ça peut être de Miro à moi. Et c'est un lieu qui est absolument magnifique. Il touche 20 000 personnes par jour avec leurs œuvres d'art. C'est dans un palais ducal magnifique. Et à l'entrée du lieu, il y a écrit « Bienvenue à l'Artothèque de Caen, nous sommes ravis de vous accueillir ». Et bien ça, le problème, c'est que je ne vois pas ça sur les fonds régionaux d'art contemporain. Des fois, c'est 3 portes métallisées pour lesquelles il faut rentrer, où il y a un courant d'air. Et une fois qu'on a osé rentrer, il y a quelqu'un qui fait la gueule, quoi. Et donc c'est un vrai lieu, c'est un vrai sujet de service public, ça je suis bien d'accord, et c'est un vrai lieu politique. Et je vais finir sur un petit détail encore un peu plus... Mais encore une fois, moi j'ai rien contre les FRAC, c'est juste je veux montrer et penser comment c'est pensé. C'est ça que je ne comprends pas. Donc là, par exemple, on me dit, les fonds régionaux d'art contemporain, c'est fait pour aider les artistes. Là, moi je regarde le site des FRAC, et ils le disent en toute transparence. C'est quoi, comment est dépensé l'argent d'une FRAC? C'est 66% en dépenses de structure et c'est 12% en dépenses d'acquisition. Donc s'ils achètent à une galerie, ça fait 6% pour les artistes. Si on paye ses impôts et tout ça, ça fait plus que 4-3%. Sauf qu'il y a la moitié des achats des FRAC, c'est des artistes de l'étranger qui sont 2 fois plus chers. Tout ça, c'est marqué dans leur rapport, quoi. Donc en gros, il y a 2% de l'argent qui, pour financer toutes les FRAC qui tombe dans l'atelier de l'artiste. Voilà. C'est quand même un sujet, parce que moi, d'un coup, j'ai envie de dire, peut-être on peut trouver d'autres systèmes, enfin voilà. Je me retrouve à défendre les FRAC. Non, parce que par exemple, si tu veux, il y a quelque chose. On le voit, toi tu as fait les Beaux-Arts de Paris. Ça coûte très cher, ça coûte 60 000 € par an par élève. Absolument. Nous, les Beaux-Arts de Montpellier, c'est à peu près 25 000 € par étudiant par an, voilà, qui coûte à la collectivité. Mais si tu veux, à Paris, vous étiez dans un environnement... Vous aviez les galeries à côté, vous aviez plein de centres d'art. Souvent, vous avez été repérés en sortant. Moi, j'avais un directeur qui me disait qu'il ne fallait pas faire de peinture et tout ça, mais oui. Non. On va y venir. Mais si tu veux, quand tu es par exemple en région, province d'ailleurs, il ne faut pas avoir peur de dire province, quand tu es en province, tu as beaucoup par exemple d'élèves qui sortent des Beaux-Arts et qui se trouvent dans un milieu beaucoup plus stérile que quand il est à Paris. Ils n'ont pas tous les moyens, si tu veux, de monter à Paris, avoir un appart, etc., se faire aider. Et là, souvent... Le FRAC joue un rôle très important. Oui, je pense à Caen, à Rennes. Les jeunes, en les montrant, en faisant en sorte qu'ils aient leur première expo institutionnelle, qu'ils soient achetés, même une petite chose, même si c'est pas grand-chose dans le budget.
mais qu'ils puissent avoir cette visibilité C'est vrai. et qui souvent est un tremplin pour autre chose. Voilà. Et ça, je dis pas qu'ils le font tous parfaitement, mais ils le font un petit peu. Mais alors, l'autre chose, c'est quand même 80% de ce qui se passe dans l'art, c'est à Paris, quoi. Et donc ça, c'est aussi, ça pourrait être un sujet. Ça, c'est Moi, un je suis vrai pour sujet, oui. moi, je suis pour la décentralisation. Là, je commence à faire des lithos et tout ça parce que je trouve ça justement. Moi, les artothèques, j'y crois à fond. C'est-à-dire, je trouve qu'il devrait y avoir une loi où chaque ville de plus de 100 000 habitants ait une artothèque dans la ville. T'es d'accord? Alors, peut-être revenons justement sur cette question de la peinture quand même qui nous occupe. Et tu as parlé de ton expérience à l'école des Beaux-Arts. J'aimerais qu'on fasse un petit retour historique sur les années 1990 et 2000 un petit peu, où soi-disant les peintres ont été à cette époque ostracisés, et notamment dans les écoles de Beaux-Arts, dans les institutions, pour des expositions et des acquisitions. C'est quelque chose qu'on entend très fréquemment, que d'ailleurs, quand on écoute les apparences, ça fait partie des choses qu'on entend. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des exemples concrets? Parce que quand on discute, par exemple, avec des directeurs de Beaux-Arts, d'écoles des Beaux-Arts, pardon, ou d'institutions, souvent sont-ils en grand désaccord avec ça. Donc, est-ce que ce sont les peintres qui ont raison, ou alors est-ce que ce sont les directeurs Alors ça, d'institutions? j'ai fait une conférence à la DAGP qui s'appelait Feu, la fin de la peinture, où justement j'ai profité j'ai pris 1 heure et demie pour parler de ça avec, avec 5 peintres, mais j'ai demandé aux gens que j'avais interviewés dans les apparences de me faire un bêtisier de tout ce qu'on leur avait dit autour de leur pratique, quoi. Donc par exemple, c'est pourquoi tu fais de la peinture, t'es pas venu en calèche, enfin voilà, des genres de choses, quoi. Voilà. Et le fait est que moi, c'est ça qui... Là, en ce moment, par exemple, c'est à la mode, la peinture. Donc ça, c'était très intéressant pour le jour des peintres. C'était que les peintres les plus jeunes, qui avaient entre 30 et 35 ans, c'était les plus chers. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les plus grandes galeries. Je vais faire un gros résumé, hein, mais parce que je ne vais pas vexer tout le monde, mais en gros, ils étaient dans les plus grosses galeries, c'était le plus cher. Voilà. Moi, je suis très content que ça marche pour eux. Sauf que j'ai le danger dans la tête des gens d'artistes comme François Boiron ou Hervé Di Rosa, pour qui ça a marché très bien quand ils étaient très jeunes. Et après, il faut tenir dans la longueur. Et c'est quand même plus compliqué. C'est-à-dire que François Boiron, qui fait des bien meilleurs tableaux aujourd'hui, il les vend beaucoup moins cher que ce qu'il les vendait quand il était jeune, quoi. Et ça, c'est un vrai sujet de comment le marché n'est pas sain, quoi. Voilà. Et donc là, moi, tous ces jeunes gens qui marchent très très bien, et je suis très content pour eux, je leur dis, voilà, attention, parce que comment vous vous projetez plus tard? C'est-à-dire, à mon avis, il faut se projeter, il faut partir de la France. Mais si on reste en France, en fait, il n'y a pas d'endroit où on peut se dire comment ça va se passer plus tard, parce qu'ils n'ont pas de modèle. Des gens comme Philippe Cognier, des gens comme Marc Desgrands-Champs. Alors Marc Desgrands-Champs, c'est un peu différent. Mais des gens comme Nina Childress, des gens comme... Enfin, il y en a plein, des artistes, où on se dit, franchement, on pourrait en faire beaucoup plus, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est un vrai sujet, voilà. Et après, moi, ce qui me fait le plus de peine, je dois dire, c'est des générations d'artistes ou des artistes qui racontent carrément que ça a abîmé leur pratique. Donc par exemple, on parle de Françoise Petrovitch, elle me l'a dit dans les apparences, elle dit... Pendant 8 ans, j'étais au milieu de peintres virilistes qui étaient là en train de dire « Ouais, la peinture, blablabla, la gerbe à peindre comme ça, des grands... » Il y a des problèmes des côtés des peintres aussi, on va pas se mentir. Hein. Mais ils faisaient des grands gestes comme ça, très, très spectaculaires et tout ça, très, très affirmatifs, très virilistes. Bon, elle s'est pas sentie d'aller faire la guerre au tableau et elle est passée par des grandes aquarelles sur papier parce que c'était plus... Elle a trouvé son endroit comme ça, quoi. Le fait est que maintenant, elle me dit, je suis presque en retard sur ma peinture parce que j'ai vite envie de rattraper ces choses-là, quoi. Voilà. Donc ça, encore une fois, moi, quand on me dit, mais ça va mieux, mais c'est le retour, mais c'est machin, moi, je vois des carrières d'artistes, je vois des vies d'artistes, je vois vraiment une précarité certaine. Là, je vais le dire parce que ça m'amuse, j'ai eu le Grand Prix BNP Paribas, j'avais 38 000 € de dette, bon, je suis content, j'ai un Grand Prix qui annule ma dette, mais c'est pas la grande richesse, alors que je suis censé être le Grand Prix, je sais pas quoi, donc tout est censé aller bien dans ma vie. Moi, je décide de faire des tableaux qui mettent du temps à faire, que ça prend du temps, c'est un sacrifice, voilà, blablabla, c'est un choix artistique, c'est un choix politique, mais le fait est que c'est pas... les gens, faut pas trop rêver, quoi, voilà. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est la mode. Donc là, il y a plein d'étudiants. Quand on est étudiant aux Beaux-Arts en 3e année, on est quasiment déjà en galerie, quoi. C'est pas dit que dans 10 ans, ce soit le cas. Cécile Debré, dans votre expérience, on parle de ces années, notamment début des années 2000. Est-ce que vous avez ressenti qu'en effet, à l'époque, il y avait un rejet de la peinture, ou alors est-ce que c'est pas une paranoïa a posteriori des peintres?
Non, alors effectivement, ce qui se dessine dans les discours de Thomas, c'est quand même la question de la position française par rapport à la peinture. Moi, je pense qu'on peut raisonnablement dire que la France est un pays cartésien, est un pays qui a beaucoup de, je dirais, un regard sur l'art conceptuel et qui a été le berceau du modernisme au début du XXe siècle. Donc il y a quand même une histoire et il y a quand même un contexte précis dans lequel s'est construit effectivement des figures comme Buren, ou comme Boltanski, et dont je pense il ne faut pas avoir honte non plus. C'est-à-dire que je crois que c'est aussi la France, c'est aussi le pays de Matisse. On a eu souvent et le pays de Duchamp. Voilà, on a je dirais un patrimoine qui repose sur des caractéristiques de la culture française. On est aussi le pays je dirais le pays de Le Corbusier. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Donc c'est vrai que c'est très frappant de voir la scène britannique qui, elle, est beaucoup plus, je dirais, tournée vers la peinture, mais aussi vers une forme de réalisme. Hein, et je dirais même cette dichotomie, on peut la lire également à travers la littérature. Donc c'est quand même intéressant parce que c'est quelque chose de plus profond. Quand on parle du romantisme, on parle du romantisme allemand, on parle du romantisme anglais. Et effectivement, le versant plastique va vers une sorte de rapport beaucoup plus détendu, je dirais moins doctrinaire, on pourrait dire, hein, vers ce que serait la représentation et la figuration. Donc quand on a dit ça, et on a eu beaucoup de débats hein, dans nos échanges, parce que moi j'aime en fait aussi une peinture qui pourrait être à la fois figurative et conceptuelle, donc qui pourrait paraître comme une sorte d'oxymore, mais c'est ce que j'ai essayé de montrer chez Marcel Duchamp, mais aussi chez Matisse. Et j'essaie de montrer ça aussi chez Picasso. C'est-à-dire que je pense que la peinture forte, profonde, puissante, elle arrive à réunir à la fois cette dimension conceptuelle et cette dimension représentative, je dirais, plutôt que figurative. Et donc, oui, je pense qu'en France, on a eu, peut-être qu'on l'a encore, on a un problème avec la peinture et la peinture figurative. Parce qu'il y a eu une telle puissance de la scène, à la fois de la scène conceptuelle, pour dire ça de manière un peu rapide, et par ailleurs, dans un contexte où l'institution et la force de l'État est aussi une spécificité française. Et je pense qu'on peut en être fier aussi parce que finalement, on l'a vu. Enfin bon, je ne veux pas me transformer en politique, ce n'est pas mon rôle, mais je pense qu'il y a quand même il y a cette tradition de l'État issue de la Révolution française, mais qui est quand même très forte en France. Et oui, on peut dire que, et moi-même j'en ai parfois, non pas souffert, mais je m'y suis confrontée. Il y a eu toute une génération de décideurs dans la sphère de l'institution culturelle et de l'institution, on va dire, artistique, qui a été issue de cette génération support surface, de la génération conceptuelle. Donc on connaît bien ça, là tous les trois, on connaît bien cette histoire, on sait quels ont été les débats, etc. Et c'est vrai que quand il a fallu... donc moi j'ai participé, je dirais, de manière modeste, hein, mais c'est vrai que quand... j'ai montré Lucian Freud ou que j'ai montré un Duchamp peintre. C'était pas modeste, c'était important. Par exemple, Duchamp peintre, c'était important. J'étais dans une position d'historienne d'art, hein, donc c'est toujours ma manière de me protéger. Mais en tout cas, en ayant cette rigueur d'historienne d'art, mais un peu plus, parce que j'ai discuté récemment avec Pascal Rousseau sur Duchamp. Je suis contente de voir que ça a fait son chemin et qu'il y a des choses qui ont quand même cranté la possibilité
de regarder la peinture de Duchamp et de voir en fait cette fascination un peu refoulée chez Duchamp pour la peinture. Donc voilà, ce sont des choses assez complexes et moi j'aime bien la complexité, mais j'aime aussi l'héritage du modernisme et j'y tiens beaucoup. Voilà, donc c'est une position que j'essaie de tenir, qui est une sorte de position d'équilibre. Je pense que je ne suis pas béate par la production actuelle de la peinture. Je pense qu'il y a, comme tout mouvement de mode, et tu le disais, il y a des choses fortes et puis il y a des choses très mineures et qui vont vraisemblablement disparaître. Voilà. Ah, qu'on soit clair, moi je pense que 95% des choses vont disparaître. J'adore l'histoire de l'art et non, mais je suis pas à dire que. Par contre, ça m'intéresse juste. J'aimerais bien te titiller sur 2 points. Le premier point, c'est si on était un pays cartésien, pourquoi on a fait une rétrospective Duchamp que en 79 ? C'est-à-dire pourquoi la France était aussi en retard sur Duchamp alors que c'était quand même censé être c'est censé être le centre artistique. Là, j'ai écouté encore une émission France Culture où il parlait de Duchamp à longueur de temps. J'étais là, en train de me dire, mais c'est 1912 quand même Duchamp, quoi. Alors je sais que c'est très fort, c'est très irradiant, mais enfin quand même. Là, moi, on me dit que je suis un réactionnaire à parler des peintres ou je sais pas quoi. Voilà, 1912, ça commence à être fatigant, quoi. Et j'aime beaucoup Duchamp. Je tiens à le dire, j'ai appris ça. Je réponds oui. Alors. Là, je dirais que c'est une histoire politico-culturelle qu'on connaît bien aussi. On sait que l'hégémonie de la scène française a été effacée par celle de la scène américaine. On dit toujours que c'est le prix de Rauschenberg en 63 qui reçoit la Biennale de Venise, qui marque une sorte de symbole de la bascule. Ça s'est fait évidemment un petit peu avant. Vraisemblablement, c'est quand même la rupture de la Seconde Guerre mondiale qui a vraiment marqué très clairement l'hégémonie américaine, mais avec tout ce que ça sous-entendait de puissance économique. Donc voilà, je fais une réponse un peu, on va dire, bourdieusienne ou marxiste, mais, ou purement historique, quoi, qui est vraiment celle de scènes économiques qui sont importantes. Donc c'est vrai que il y a, et ça aussi on l'a noté, et je pense que c'est dommageable, il y a une sorte de complexe d'infériorité qui fait que on regarde, et je pense que ça joue encore aujourd'hui, on regarde beaucoup vers l'étranger. Alors aujourd'hui, c'est peut-être moins la scène américaine. Moi, je continue à le faire parce que j'aime beaucoup la scène américaine, mais la scène américaine, aujourd'hui, ce serait peut-être les scènes extra-occidentales. Bon, il y a toujours... l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve, je crois, dans d'autres pays. On le retrouve beaucoup moins dans des scènes qui ont plus confiance en elles. Et c'est vrai que les scènes anglo-saxonnes sont comme ça. La scène allemande aussi a su défendre quelques grandes figures de peintres. Voilà. Non, ils ont été sauvés par Bernard Blisten, tu devrais le savoir. Je voulais préciser quelque chose. C'est dans un article qui s'appelle « Pourquoi les artistes français restent sous-cotés sur le marché de l'art ». C'est de Martine Robert dans Les Échos du 28 novembre 2023. Et elle décrit, donc ça c'est Nathalie Moreau qui est professeure de sciences économiques à l'université Paul Valéry Montpellier. Et elle décrit qu'en fait en France, 52% des expositions concernent la scène française. Donc ça c'est pour tous les arts, pas la peinture. Voilà. Aux États-Unis, c'est 77% d'Américains dans les musées, et en Allemagne, c'est 70%. Dans les galeries, de la même manière, dans les galeries allemandes, c'est 72% de galeries d'artistes allemands, 81% dans les galeries américaines et 72% dans les galeries britanniques. C'est 1 sur 2 en France. Mais peut-être que ce sujet, j'aimerais qu'on y revienne à la fin, justement, pour savoir comment non, mais c'était comme j'étais venu. Voilà, j'avais une deuxième question tordue à poser à Cécile, mais je ne sais pas, si tu veux, on pourra couper ça au montage peut-être. C'est l'affaire Gilles Ayot. C'était une exposition que tu voulais faire au Centre Pompidou, je crois. Non. Non, tu voulais pas? Moi, je l'ai faite à Châteauroux. Ah ok, moi je crois que tu voulais la porter depuis longtemps, parce que ça a quand même mis beaucoup de temps à ce que Gilles Ayot apparaisse au Centre Pompidou. C'est pas moi, c'est Didier Ottinger. Oui, mais ça c'était après. Ouais. Tiens, moi j'ai une question pour toi aussi. Je suis trop informé. Oui. Thomas, j'ai une question pour toi. Alors, justement, parce qu'on parlait de cette époque, revenons-y une seconde, et j'aimerais que tu en profites aussi pour nous raconter ce
cette fameuse rencontre avec le directeur de l'école des Beaux-Arts que tu as eue, mais parce que tu n'es pas le seul à le raconter de cette manière-là. Donc, est-on autorisé à penser que dans les années 1990-2000, peu de jeunes peintres apportaient quelque chose d'original ou d'intense à la pratique picturale? Ça se passait ailleurs dans l'utilisation du temps, des médias, dans l'installation, dans la vidéo. C'est une phrase qui a été écrite récemment par Nicolas Bourriaud dans Beaux-Arts Magazine. Ouais. Absolument. Et donc, si tu veux, par rapport à ça, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, en effet, qu'à l'époque, peut-être, la peinture avait moins de choses à dire que d'autres médiums dans un balancier, puisque c'est vrai qu'il y avait eu support surface, mais après, il y a eu la figuration libre, par exemple. Et comme on m'a dit au MoCo, quand je préparais ça, on m'a dit, mais nous, dans les années 80, on en a soupé de la peinture. Alors finalement, est-ce qu'il n'y avait pas un mouvement de balancier comme ça? Encore une fois, il peut y avoir des mouvements de mode de marché. Et ça, c'est à peu près le contraire de l'art pour moi. C'est-à-dire c'est vraiment un artiste, ça vit 60 ans. Là, moi, je pourrais déjà vous citer des noms de peintres que j'ai vus faire de l'art pendant 8-10 ans, et puis après, on ne les voit plus, quoi. De la même manière, dans l'art contemporain, les grandes stars de l'art contemporain, quand je suis arrivé aux Beaux-Arts de Paris, que j'ai découvert en 2000, ils sont profs, et puis voilà, et on les entend plus parler, quoi. Donc ça, c'est vraiment dangereux. Encore une fois, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas sain, ou que c'est la faute des artistes, ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a quelque chose qui c'est vraiment dur d'être un artiste qui dure, quoi. Voilà. Moi, c'est pour ça que maintenant, quand je vois des vieux artistes un peu comme ça abîmés et tout, j'ai envie de pleurer tout de suite. Il a réussi à tenir, c'est incroyable. Voilà. Je suis très. Là, je vois les artistes dans la salle. Voilà, je suis très sensible au courage que ça demande, quoi. Voilà. Mon courage personnel à moi, mais je vois les courages des autres. C'est très très impressionnant à voir au quotidien. Oui, alors moi, on va dire les années noires de la peinture ou la fin de la peinture. Moi, j'ai daté ça de 1986 à 2018. Alors 2018 pour des raisons bourgeoises et économiques, puisque avec la crise économique, d'un coup, on a vu la FIAC en 2017 qui était pleine de projets et d'installations osées et tout ça. Hop, ça va revenir sur les peintures quand il y avait la crise économique, quoi. C'est d'un coup, on se rassurait avec les tableaux. Et ça, 2008 par contre, pas 2018, pardon, excuse-moi, 2008, voilà. Et donc ça, c'est vrai qu'on a vu un changement d'attitude comme ça, mais encore une fois, un changement d'attitude dans le marché, c'est-à-dire dans les endroits privés, pas forcément des institutions, puisque finalement, si on doit faire un bilan des expositions dans des institutions, où en gros, enfin voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose sur 30 ans, quoi. Il n'y a pas d'histoire qui a été faite, il n'y a pas eu de regard qui a été fait. Alors évidemment, là aujourd'hui, il y a plein de gens qui préfèrent, encore une fois, s'attacher à des jeunes artistes, parce que c'est plus simple de les découvrir maintenant, sans dire qu'ils ont eu tort pendant 20 ans, et les valoriser. Je comprends très bien le mouvement, sauf que je trouve qu'il y a quand même tout un parcours à définir, où il y a toute une histoire à raconter de ce que ça a été que ces 30 années, quoi. Je tiens à dire que par exemple le Jour des Peintres, ça s'est fait aussi grâce à Nathaniel Herbelin, parce que Nicolas Gosserand du musée d'Orsay, qui est responsable de l'art contemporain pour le conseiller du président du musée d'Orsay, Sylvain Amic, a vu Nathaniel Herbelin parler d'un coup de ses professeurs, à parler de ses copains, plutôt que de parler que d'elle-même, quoi. Voilà. Et d'un coup, ça crée aussi, ça montre un champ comme ça ouvert, où on a tendance à se centrer sur l'artiste. On pourrait aussi montrer moi, j'ai voulu montrer une scène comme ça ouverte. Le fait est que là, il n'y a pas non plus de critique d'art vraiment, c'est-à-dire il n'y a pas un travail intellectuel, même ne serait-ce que pour détruire ces artistes, c'est-à-dire dire vraiment du mal. Il y a très peu de choses en fait qui sont produites. Il y a des choses toxiques, il y a des choses mal faites, il y a des choses vues de loin. Donc là, par exemple, le Jour des Peintres a été critiqué par 4 personnes. Les 4 personnes ne sont pas venues. Donc on est là, le niveau n'est pas très haut, quoi. L'engagement n'est pas très haut. Moi, je suis désolé, je crois à l'art. Les gens que j'ai invités, 80 artistes, ils croient en l'art. Que des gens puissent se permettre de les critiquer sans avoir vu, c'est quand même un peu petit. Voilà. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... oui, mais j'aimerais que tu me parles d'un mot sur justement ce qu'était la situation aux Beaux-Arts, parce qu'on a parlé un peu de l'institution. Alors ça, voilà. Alors donc j'ai parlé d'une génération... alors, oui. je sais cette génération, et je le dis d'ailleurs parce que j'ai eu les chiffres il y a 2 jours. Ouais. Encore une fois, de ce que je connais, le MoCo ESBA, donc à Montpellier, on a eu une augmentation apparemment extrêmement importante du nombre de peintres qui candidatent à l'école des Beaux-Arts. Chaque fois que je parle avec les équipes du MoCo, ils me disent « Mais non, on a toujours continué à former des peintres, à faire travailler des peintres. C'est une espèce d'idée reçue qu'il y a, mais qui est fausse. » Alors, il y avait des ateliers de peinture aux Beaux-Arts quand je suis arrivé, aux Beaux-Arts de Paris quand je suis arrivé. Mais c'est vrai que l'ambiance était aussi bachrome qui a aujourd'hui disparu, à la vidéo d'art et à la performance.
Et en gros, si vous voulez un des exemples, moi avec mon atelier, on est allé à Bruxelles, quoi. Et puis il y en a qui allaient au Brésil. Voilà. Donc c'était des choses comme ça, très simples. Et puis il y avait une ambiance quand même où il y avait les félicitations qui font rêver tous les étudiants des Beaux-Arts, ce qui est complètement stupide parce que vraiment on s'en fiche complètement. Il n'y avait pas de. Là, moi, l'année où j'ai passé mes Beaux-Arts, il y avait tous mes amis ont eu les félicitations. Justine Trier a eu les félicitations avec des vidéos d'art. Voilà, j'ai un ami Cédric Sartor qui a eu des félicitations et tout ça. Moi, je les ai pas eues, mais il n'y avait aucun peintre. Donc, je n'avais même pas à être jaloux ou quoi que ce soit. Sachant que le président du jury était un spécialiste de Lucian-Freud. C'était encore plus décevant, mais voilà. C'est comme ça. Et le fait est que c'est vrai que moi, j'ai eu... Ça, il m'est arrivé d'avoir le directeur des Beaux-Arts qui est venu me voir après, parce que je l'ai dit dans la presse, donc il est venu me menacer en me disant que ça allait mal se passer parce que j'avais menti. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais comment? Parce qu'en gros, le directeur m'a dit, il faut arrêter la peinture, il faut faire des choses hybrides, c'est pas possible. Le directeur des Beaux-Arts, donc c'est décourageant, quoi. Et je lui ai demandé comment j'aurais pu raconter ça. J'ai aucun intérêt à mentir, quoi. Donc voilà, je lui ai dit... et ça, les vexations, les blessures, ça va de... Donc c'est une génération, en gros, qui a aujourd'hui 55 ans. Donc ça va de Olivier Masmonteil jusqu'à Mireille Blanc qui est aujourd'hui professeur aux Beaux-Arts de Paris, où pareil, c'était pas une évidence. Et il y a un autre point que je tiens à dire, c'est qu'il y a une génération qui a très bien vécu les Beaux-Arts avec Tim Heitel, François Waron, des professeurs comme ça. Une génération de femmes, parce que c'était aussi le tout début de l'école qui arrêtait d'essayer d'agresser les femmes. Et c'est un vrai sujet, parce que ça a fait une génération d'artistes, Christine Safa, Nathalie Herbelin, Apollinia Sokol et tout ça, qui sont super bien. Et je pense que c'est beaucoup dû aussi au fait que les profs leur foutaient la paix. Eh bien, merci. Peut-être... tu m'en as coupé la chic. Non, peut-être. Où est-ce qu'on peut voir les images que tu as filmées pour le vernissage de Ce sont les pommes qui ont changé d'Hector Obalk. Donc ça, c'est Je vous conseille de regarder ces images si un jour vous avez l'occasion, parce que ce fantasme dont on parle d'un monde de l'art qui n'aimait pas la peinture, quand on voit les images qu'a faites j'en ai d'autres. Thomas à l'époque, avec des gens qui répondent et qui disent attendez, la peinture c'est pétainiste. Il y a ça, il y a par exemple la directrice de la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris qui fait « Peut-on encore faire de la peinture aujourd'hui ?» Enfin, des choses comme ça, quoi, voilà. Et alors en gros, moi ce qui se passe, c'est que j'arrive à faire des boucles dans ma vie à force de faire tout le temps la même chose. Donc là, c'était une des boucles assez rigolotes, c'est que donc j'ai rencontré Hector Obalk le jour d'une exposition qui s'appelle « Ce sont les pommes qui ont changé », qui est la dernière exposition de Gilles Ayot de son vivant. Et c'était une exposition qui était aux Beaux-Arts de Paris, entre deux directeurs, entre Alfred Pacman, qui était jury de mon prix, la BNP Paribas, et Henri-Claude Cousseau. Donc c'est dans une espèce de flou comme ça, comme ça arrive. C'est comme ça que le jour des peintres s'est fait un peu aussi entre deux directeurs. Il y a toujours un petit moment de liberté, comme ça, un petit peu un moment de mou. Et Hector Obalk et Didier Semin, qui étaient co-commissaires, ont fait une exposition de peinture figurative aux Beaux-Arts de Paris. Et ça a fait débat, ça a fait même scandale, puisque il y a des professeurs comme Annette Messager, Christian Boltanski, Bustamante, qui ont fait une pétition pour que l'exposition s'arrête en avance. Il y a eu un débat complètement calamiteux entre Catherine Millet et Jean Clair. J'ai la vidéo, mais je ne la sortirai pas tellement c'est calamiteux. Non, c'était pas la Jean, c'était Jean Clair, ouais. Jean Clair qui venait défendre Hector, mais évidemment ça marchait pas du tout. Enfin bon, voilà. Mais en gros, moi j'étais là dans une situation où j'avais 20 ans. Le vernissage était le jour de mes 20 ans et je découvrais un truc qui était vraiment, je ne vais pas pouvoir peindre de manière simple, quoi. Je voyais que c'était vraiment un grand enjeu. Et en fait, pendant ce vernissage, Hector Obalk, que je connaissais pas, avait un assistant qui était un ami, et l'assistant m'a dit tu peux travailler pour lui, parce que l'assistant voulait pas se griller avec tout le monde. Et moi je lui ai dit ok, je vais le faire. Et en gros, j'ai filmé les gens en étant contre l'exposition quand ils étaient pour, et pour l'exposition quand ils étaient contre. Et en faisant ça, en fait, après, c'est passé à la télévision, quoi. Et là, j'ai fait une interview d'Hector Obalk, 20 ans après, et on a mis cet extrait-là pour montrer. Donc, c'est dans les apparences Hector Obalk pour montrer ce que c'était. Je crois que c'est à 40 minutes. Il y a comme ça 5 minutes d'ultra-violence. Et le problème, c'est que j'ai plein de films comme ça, d'archives. Il y a plein de choses à faire. Mais ça, on a des discours. Et en même temps, il y a Yvon Lambert qui a dit qu'on ne pouvait plus faire de peinture aujourd'hui. Il y a eu plein de... Didier Ottinger aussi a fait des textes contre la peinture. Ça, je vous les ressors. Il y a plein de textes de critiques d'art qui ont dit des mal des artistes, puis après ils ont changé d'avis. Moi, je trouve qu'on a le droit de changer d'avis.
aussi. Mais on a le Et droit on, aussi être on un peu. voit des images de Ouais. cette exposition qui avait l'air formidable, avec des toiles de Boiron, Alors, elle n'était pas formidable. Il y avait aussi un peu de croûte. Voilà. Moi, elle n'était pas. C'était pas la meilleure des toiles exposition. de Vincent Voilà. Biolès, Mais que vous pourrez il y avait retrouver ici. Boiron, il y avait Boiron, Biolès, il y avait Philippe Cognier, il y avait Gilles Ayot. C'est le moment où François Boiron et Philippe Cognier sont rentrés au Beaux-Arts après. Enfin voilà, ça a été un petit passage comme ça. Et après, dans cette histoire-là des expositions de peinture, il n'y en a pas eu tellement. Il y a eu Voir en peinture qui était organisée par Eric Korn. Il y a eu Who is Afraid of Painting qui était fait par Frédéric Léglise, un peintre qui a fait ça à Grenoble et je sais plus et à Perpignan. Il y a eu Eva Auber qui était une galeriste de peinture qui avait inventé La belle peinture est derrière nous. Et ensuite il y a eu un petit vide. Après il y a eu moi qui ai fait les apparences, toi qui as fait le Moco Immortel, et il y a eu Voir en peinture fait par Anne Dary qui a fait un peu le tour de France. Mais en gros c'est pas grand chose quoi. Et il y avait eu en 2002 Urgent Painting au musée moderne de la ville de Paris, dans lequel il y avait un des 18 commissaires qui écrivait, j'ai gardé la phrase, « J'ai beaucoup réfléchi au projet et vu mon extrême scepticisme quant aux utilisations et au potentiel de la peinture, j'ai quelques difficultés à y porter mon entier soutien. » C'était un des commissaires de l'exposition. Il y a eu Cher Peintre aussi, où c'est Luc Tuymans qui a imposé les peintres français dans l'exposition. Oui, absolument, avec Picabia et voilà. Peut-être justement, j'aimerais qu'on... Bruno Perramont, il a été imposé. Qu'on revienne sur cette question du retour de la peinture, peut-être justement du retour, ce qu'on peut penser de ce terme justement, est-il pertinent ou non, avec plusieurs questions. Mais je crois que la première, vous y avez un peu répondu. Ne craignez-vous pas une sorte d'overdose de la peinture qui est déjà dénoncée et peut-être j'ai entendu le terme plusieurs fois, une instagramisation d'un certain nombre de peintures? Première question. Et puis ensuite, j'aimerais vraiment qu'on parle de la situation actuelle dans les musées, dans les grandes institutions nationales, par exemple au Centre Pompidou. Les deux médiums tous les médiums sont-ils traités de la même manière? Cécile Debré. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est quand même dans un contexte qui n'a plus rien à voir avec celui des années 90. Celui des années 90 qu'on vient d'évoquer, c'était un moment où on peut dire aussi la critique d'art et la polémique était vivante. On peut quand même aussi, je me souviens très bien moi de ce débat dans la cour des Beaux-Arts, j'y étais. Voilà, c'était vivant, on s'écharpait, il y avait des positions comme ça très entières. Moi, j'en viens presque à avoir un peu de nostalgie de ces débats où vraiment la question de l'art était au centre de nos préoccupations. Aujourd'hui, effectivement, la grande nouveauté, c'est vraiment la place des réseaux sociaux, la place de l'image. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup dans ton travail, hein, que tu as capté. Et on ne peut pas... et j'ajouterais également quand même l'amplification du marché de l'art. Parce que le phénomène des foires, la place économique que prend le marché de l'art est devenu quand même beaucoup plus important que dans les années 90. Et la précarisation du public aussi. Alors, je finis mon raisonnement. Donc ce qui est quand même intéressant, c'est de voir quand même la conjonction entre cette explosion de l'image numérique, de l'image nomade qui circule et qui est en plus effectivement Instagrammée, donc de manière, je dirais, sur une qualité, je dirais non seulement une qualité moindre, mais en plus une fugacité tout à fait fascinante. Et donc, il va falloir qu'on pense ça. Je n'ai pas de réponse comme ça, mais il va falloir qu'on pense effectivement cette explosion de la peinture, cette explosion de l'image avec d'une image colorée, hein, et cette dispersion des images, mais qui est dispersée et qui n'est pas rémanente, qui ne reste pas en fait, qui s'efface aussitôt qu'elle est apparue. Donc c'est quelque chose, je pense vraiment qu'on est face à presque à une révolution épistémologique, hein. C'est très profond. On voit bien ce que ça provoque comme, là je parle des réseaux sociaux, ce que ça peut provoquer comme
bouleversement au niveau de la culture, au niveau de l'information, donc au niveau du politique. Évidemment que le domaine de l'art ne va pas en sortir indemne, mais qu'il y a des choses qui vont se transformer. Tout ce qu'on peut dire, nous, sur la question et qui est très sensible quand on parle de la picturalité, de la question, je dirais, vraiment de l'aspect presque, enfin de l'aspect plastique pur de l'œuvre d'art, avec cette dématérialisation de masse, qu'est-ce qui va rester Alors, je ne veux pas ramener encore ma fraise, je veux dire, sur l'intelligence artificielle, mais bon, voilà, c'est vraiment les débats qui sont, qui sont réels, qui sont les nôtres, et donc on peut tout à fait se dire que cette explosion de la peinture, elle participe quand même de ce phénomène aussi. Et comment alors justement le musée va-t-il être en capacité de réfléchir à ces questions et peut-être d'y répondre, ou en tout cas de proposer quelque chose? Alors moi je vais faire une réponse de mon point de vue et par rapport à un musée d'art moderne. Donc je suis pas dans le champ mais oui, mais parce que il y a tellement de choses que c'est quand même bien. Enfin, moi, je peux faire une réponse articulée par rapport à la scène d'où je suis et où j'ai un petit peu de possibilité d'action. Donc, je crois beaucoup dans le caractère sacré du musée. J'utilise vraiment ce terme, j'y vais, mais je pense nous sommes des espaces de refuge. Nous sommes des espaces de contemplation et nous sommes aussi des repères dans l'histoire de l'art. Donc je tiens beaucoup, et ça aussi on en a débattu, je tiens beaucoup à donner par la sélection qu'on fait, par la programmation, de donner des clés de lecture de ce qu'est le modernisme. Encore une fois, nous on est musée Picasso, mais j'ai travaillé également au Musée national d'art moderne, j'ai travaillé au musée d'art moderne de la ville de Paris, à l'Orangerie. Donc j'estime dans toutes ces maisons de l'art moderne, le moderne c'est un terme qui est très précis, qui s'inscrit dans une histoire très, très précise également. Mon rôle, c'est de donner les repères, c'est-à-dire montrer les plus beaux Matisse, les plus beaux Picasso, les plus beaux Léger, les plus beaux Klee, les plus belles œuvres de l'expressionnisme abstrait, les plus beaux Duchamp, comme comme vraiment des points d'ancrage très forts de la culture en histoire de l'art. Et je veux dire, si on ne fait pas ce travail-là, et on pourrait ne plus être très nombreux à le faire parce que c'est exigeant, ce sont des œuvres qui coûtent cher, qui sont dans des lieux où il faut aller les chercher, etc. Si on ne fait pas ce travail d'aller chercher les grandes figures qui vont disparaître, et je pense à Paola Rego, je pense à Maiolino qu'on va montrer, je pense et des femmes, des femmes puissantes, Louise Bourgeois, on va faire une exposition également. Je prends mon rôle très au sérieux, mais évidemment, je suis du côté du passé. Évidemment, j'invite quand même des artistes contemporains. Je pense que certains qui sont ici savent que j'aime regarder ce qui se passe, ce qui est créé dans les ateliers, j'aime les jeunes artistes, etc. Mais moi, mon rôle, c'est vraiment de préserver ce patrimoine et surtout de le transmettre aux générations futures. Thomas, peut-être si tu peux nous faire quand même non, mais sur cette question, peut-être cette critique qu'il y a sur cette overdose de la peinture, peut-être élargir de ça pour nous dire de quelques mots. Comment tu vois la scène picturale française aujourd'hui? Moi, je suis pas loin d'être d'accord de dire qu'il y en a trop et qu'il faudrait faire des distinctions et qu'il faudrait mesurer et qu'il faudrait faire des disputes. Moi, j'adorais les disputes. C'est un sujet que là, j'ai fait par exemple 93 portraits d'artistes et puis maintenant, je leur fais faire des disputes entre eux. C'est-à-dire que je considère que maintenant, ils sont connus et que donc on peut débattre de choses. Donc là, j'ai fait des débats un peu gentils pour l'instant.
Mais l'idée, c'est que ce serait de pousser les choses et de montrer aussi aux autres qu'on peut se rentrer dans l'art très très fort, quoi. Ça, pour le coup, nous, en discutant, on peut se taper dessus. Là, il y a Marion Bataillard qui est dans la salle. On a fait un débat sur la photographie et la peinture aux Beaux-Arts de Paris. C'était pas avec des petits couteaux, quoi. Voilà. Ça, je suis complètement d'accord. Après, la question du musée, moi, encore une fois, je bute sur... là, en tant que moi-même, je bute sur le fait de comment je peux me projeter. Est-ce que mon but dans la vie, c'est d'être exposé au musée de Versailles ? Non, c'est pas forcément... voilà, comment je peux me projeter en tant qu'artiste ? Qui je vais envier, quoi. Et en fait, quand je regarde mes aînés, j'ai pas des gens à envier, quoi. Donc c'est vraiment qu'il y a un vrai sujet de est-ce qu'on est récupéré par l'institution, est-ce qu'ils pensent un peu plus aux formes et urgemment, pas forcément dans le temps long, parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir et tout ça. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire l'exposition Eugène Leroy après sa mort, quoi. Moi j'ai rencontré Eugène Leroy avant sa mort, on pouvait le faire, hein, c'était mieux. Et même, ça aurait été mieux de le faire. Je pense à quelqu'un dont j'aime pas trop la peinture, qui est Velikovic. Il est mort 3 semaines avant sa rétrospective. C'est quand même le truc le plus triste du monde, quoi. Et encore une fois, je pense qu'il vaut mieux prendre des artistes. Là, par exemple, en ce moment, au Centre Pompidou, il y a une exposition Suzanne Valadon. Je suis désolé, Suzanne Valadon, je trouve pas ça génial. Je trouve que c'est pas de la très grande peinture. Je comprends qu'ils fassent une exposition sur les femmes. Après, ils font une exposition sur les noirs. C'est un peu lourd quand même comme manière de faire comme programmation. Mais en tout cas, Suzanne Valadon, je préférerais qu'ils sortent pas des croutasses de Suzanne Valadon et qu'ils nous montrent des peintres contemporaines. Et je peux leur en citer une trentaine, une quarantaine, qui auraient été excellentes. Et ça aurait été un énorme coup de feu sur eux. Et ça aurait été vraiment féministe parce que d'artistes françaises qui restent dans un petit milieu, ils auraient mis un coup de projecteur sur elles et ça aurait été génial. Et ça aurait pu être... voilà. Hélène Delprat à la Fondation MAG, par exemple. Alors, il aurait pu avoir Hélène Delprat, voilà. Mais encore une fois, ce truc-là aussi de considérer que l'artiste, il est bien quand il est au fin fond de son âge, c'est un peu un danger, tu vois. Voilà. Bon, moi, je me permets juste de dire Je peux juste Ouais, réagir oui. parce que je trouve que... Oui, je trouve que c'est un peu sévère parce que je crois qu'il y a eu... au Centre Pompidou, il y a eu quand même de très belles expositions, même d'artistes vivants. Enfin, je veux dire, c'est quand même une... Alors, Gérard Garouste, il a mis énormément de temps à faire son exposition. Hervé Di Rosa aussi. Enfin, à chaque fois, c'était vraiment des chemins de croix, hein. Je connais les détails. Je vais pas les dire, mais je connais les détails. Mais c'est l'exercice de programmation, il est toujours très compliqué. On a des créneaux, on en a peu, et après sont des choix. Donc voilà, je veux pas. Je vais défendre un peu mes collègues. Non, mais moi, je devrais même. Non, mais t'as pas à les défendre. Moi, j'aime beaucoup la programmation du Centre Pompidou, hein. C'est juste que à ce moment-là, il manque un autre espace, quoi. Voilà. Oui, enfin, voilà, je pense que... Si tu veux, je peux dire que... Non, mais on est quand même dans une période où il y a quand même beaucoup plus d'ouverture qu'auparavant. C'est jamais assez, et pour les artistes, c'est toujours frustrant parce que d'abord, il y en a beaucoup aussi, et que les espaces, ou en tout cas les espaces dans les musées, qui sont quand même des institutions de consécration, il y en a quand même assez. Moi, le moins 1, là, à gauche, en bas, ça m'allait. Je le prenais, hein. Pour plein de gens, pour plein d'artistes, tu vois. Et c'est toujours vide, il se passe jamais rien. Non, enfin, voilà, je voulais juste une petite note quand même aussi, c'est sur la médiation culturelle, c'est-à-dire comment... parce que ça, c'est un problème que j'ai eu au bout d'un moment avec les apparences, c'est qu'en fait, ma chaîne fait plus de vues et plus d'abonnés que n'importe quelle chaîne d'art contemporain. Donc ça, c'est un petit problème. Non, mais la question... Attends, je finis juste. J'ai regardé la programmation de Pompidou sur une année. Ils avaient invité un seul peintre français en un an. C'était Gérard Garouste pendant 45 minutes. Et le nombre de vues qu'il y avait sur la chaîne était beaucoup moindre que l'interview que j'ai faite avec lui sur ma chaîne à moi. Donc ça veut dire c'est pas un travail très compliqué. Je fais ça avec mon frère et 300 euros. Pour être élégant, il faudrait qu'il y ait quelqu'un du Centre Pompidou pour répondre. Voilà, enfin, je veux dire, voilà. Mais on l'a invité. Non, en effet. Et puis on avait proposé, je l'ai dit au départ, aux gens du ministère. Et encore une fois, moi je suis pas là pour taper sur les gens, c'est pas taper de manière populiste, je sais pas quoi. C'est juste poser des questions parce que je trouve ça tellement. Moi, mon travail d'artiste, c'est de dire la vérité sans conséquence. Avec un peu de conséquences, mais voilà. Une des questions que ça pose, qui est souvent posée, par exemple, c'est la question du pourcentage, même si le terme est pas très beau, de répartition entre des artistes français vivants, par exemple, et des artistes étrangers vivants. Voilà, ça c'est une question qui est beaucoup posée. On a parlé tout à l'heure de la peinture allemande, par exemple. Surfer sur Baselitz en disant qu'on soutient Baselitz. Moi qui ai travaillé 10 ans au Centre Pompidou,
Oui, les choses sont lentes. Je vais juste dire une chose. Par exemple, quand on a fait Elle à Centre Pompidou, tout d'un coup, la prise de conscience que dans les comités d'acquisition et de programmation, il fallait tendre vers une forme de parité, c'est quelque chose qui s'est construit à ce moment-là. Voilà, donc les choses, je pense évidemment que la question de la scène française est un vrai sujet. Je pense que c'est aussi quelque chose dont ils sont conscients. On en a parlé avec eux, oui, bien sûr. Moi, j'en ai parlé avec Xavier, voilà, oui, c'est donc vrai. c'est vraiment des questions qui sont au cœur de nos prises de conscience et il y a une évolution sur ces questions. Par exemple, je le dis au passage, mais l'artiste Vincent Biolès qui est ici, c'est exactement le contemporain de Baselitz. Ils sont nés à 1 mois d'écart. Voilà, donc c'est intéressant quand même. Voilà. C'est une chose. Alors, ce qu'on va te dire, c'est Vincent Biolès c'est moins fort et moins fort et moins bon et tout ça. Mais pourquoi? C'est aussi parce que. Est-ce que ça serait pas moins défendu aussi? Exactement, voilà. C'est-à-dire, et aussi, et encore une fois, ça c'est un sujet qui me plaît beaucoup et dont on a parlé tout à l'heure sur Ribera, c'est que les artistes, ils ont été soutenus. Les bons artistes sont soutenus. C'est pas la Van Gogh, penser comme Van Gogh, c'est pas un bon système, quoi. De penser que la précarité ça fait un bon artiste, c'est pas vrai. Van Gogh, il a fait de la peinture pendant 10 ans, il est mort. Hein. C'était pas génial comme carrière, quoi. Donc évidemment que c'était un très grand peintre, mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu avoir beaucoup mieux et faire beaucoup mieux, quoi. Bah, peut-être une dernière question justement liée à ça, puisque nous arrivons au terme. Peut-être justement comment imaginer peut-être de pouvoir défendre nos artistes français à un niveau international. Est-ce qu'on a les moyens de le faire encore? Est-ce qu'on a cette possibilité? C'est en effet quand même un reproche qui a été beaucoup fait aux institutions, et je me mets dedans puisque j'en suis une, en disant que peut-être elles n'avaient pas fait assez leur travail. Est-ce que si on considère que la France doit défendre ses artistes à l'étranger, est-ce que ce n'est pas une préoccupation un peu chauvine, un peu nationaliste, qui entre finalement en contradiction même avec ce qu'est l'art? Voilà, comment se dépatouiller de tout ça? Est-ce que c'est l'une de nos missions finalement de défendre nos artistes français et notamment les peintres à l'étranger? Alors oui, c'est une vraie question, mais une question qui aujourd'hui, dans le contexte géopolitique, mérite en fait des positions un peu nuancées et pas trop... c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que je redoute, moi, une forme de nationalisme. On est quand même on voit hein, autour de nous des tendances à des fermetures, de plus en plus, à des crispations sur des identités nationales. Et je pense que la qualité de la scène française et de la scène parisienne, ça a été quand même son cosmopolitisme et son ouverture. Donc c'est toujours délicat de réclamer comme ça une sorte de primauté à l'identité française ou nationale dans ses choix. On a fait ce constat, hein, effectivement, qu'on ne défendait pas forcément assez bien nos artistes. Mais pour autant, je pense que l'ouverture, c'est quelque chose dont on devrait aussi se féliciter. Donc, bien sûr. Est-ce que je peux juste dire un mot là-dessus, par contre, parce que je précise pour pas qu'il y ait de confusion sur immortel quand nous on dit la peinture figurative française. Pour bien que ce soit clair, parce que c'est une chose de temps en temps qui a été dite, c'est quand on parle de française, on parle en fait de scène française. C'est-à-dire, et quand on parle de scène française, on ne parle pas forcément de quelqu'un qui est 12 mois sur l'année à Paris. C'est quelqu'un en fait qui peut vivre en France, venir en France, repartir, etc. Qui a pu faire ses études à Paris, il y en a beaucoup comme ça. C'est du droit du sol et pas du droit du sang. Je pense quelqu'un, par exemple, comme Barthélemy Togo, évidemment fait partie de la scène, voilà, etc., etc. Et dans les parcours immortels, on a beaucoup. Voilà, je voulais juste préciser ça pour pas qu'on pense que c'est une fermeture, mais c'est une vision de la scène française comme précisément acceptant, enfin, qui veut en faire partie, en fait partie, voilà. Situation internationale. Donc, non, les solutions. Alors... non, mais je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y a l'écart qu'il y a entre aujourd'hui et ce que ça pourrait être est à peu près le même que ce que c'était que la cuisine française dans les années 90
Est-ce que ça a été, après Top Chef, toutes ces choses-là, qui ont été une espèce de valorisation comme ça symbolique d'un milieu qui était plutôt un peu fatigué, et ça a fait exploser comme ça une vitalité, une énergie, des forces, changer un regard sur les gens, d'être beaucoup plus acceptable. Voilà. Alors je ne dis pas qu'il faut faire des télé-réalités sur l'art contemporain. Par contre, c'est vrai que c'est un vrai sujet de comment on est regardé et comment on est utilisé en tant qu'artiste par la société. Donc là, je vous donne cet exemple que j'aime bien parce que c'est un exemple que j'ai vécu quotidien. Et je peux vous dire que c'était lourd. C'est ma meilleure amie Justine Trier, qui est une réalisatrice de cinéma. Mon meilleur ami est Aurélien Bélanger, qui est un écrivain. Et je les ai vus en tant qu'artistes. On a commencé au même moment et je les ai vus être accueillis par la société d'une manière bien plus facile que moi. C'est-à-dire vraiment, quand on est réalisateur de cinéma, et ben, il y a des festivals. D'un coup, on a des bourses, on a des machins. On est aidé par l'Alliance française pour faire des trucs à l'étranger. Les films sont portés par l'État et tout ça de manière très forte. Quand on est écrivain, pareil, il y a des pages et des pages et des pages médiatiques dans les journaux pour accueillir les écrivains. Et quoi qu'il arrive, elles sont là, donc il faut les remplir. Donc voilà. Et donc il y a tout un travail, à mon avis, à faire d'ouvrir les fenêtres de ce que c'est que ce Grand Palais, cet aquarium à blanc, on ne va pas se mentir, et de se rendre compte que la société est bien plus large et il faut, à mon avis, ouvrir les fenêtres et déployer les artistes un peu partout, sans tenir compte de cette chose qui a l'air de faire peur à tout le monde, qui serait le snobisme. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de... Je pense que l'enjeu du snobisme, là, maintenant, c'est vraiment être snob aujourd'hui, alors que le marché mondial de l'art, le marché français, c'est 4% du marché mondial de l'art, et que Marine Le Pen est aux portes du pouvoir. Peut-être qu'il faut se calmer, quoi. Voilà. Peut-être qu'il faut faire attention à ça, et être un peu plus accueillant, être capable d'accueillir plus de monde. Une fois que c'est fait ça, moi je pense que le fait est qu'il n'y a pas d'espace pour les artistes. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de musée à Paris, on peut voir de la peinture européenne, il n'y a pas d'endroit où on peut voir des peintres contemporains, il y a des galeries, ça c'est sûr. Comment ça se fait que les galeries sont vides ? Encore une fois, c'est un enjeu qu'il faut faire. Moi, j'adorerais travailler avec le comité des galeries à faire des activités, à créer des choses qui fassent que d'un coup les galeries soient pleines, parce que c'est quand même le seul truc gratuit à Paris qui est vide. On a quand même inventé un truc incroyable. Et donc voilà, je pense qu'il y a encore une fois plein de choses à faire. Quand on me dit il n'y a pas d'argent ou je sais pas quoi, je suis désolé, la France est un des pays des millionnaires où il y a le plus de millionnaires je crois qu'on est le 3e pays de millionnaires au monde. Donc voilà, il y a toute une c'est un peu ce qu'avait fait Stéphane Coréard. Il avait fait un truc qui s'appelait Galeriste, où il y avait des panneaux. Ouais, mais... désolé. Il avait fait des panneaux où il y avait écrit vous pouvez payer en 10 fois. Il y a des œuvres à moins de 1 000 euros. Par exemple, commencer à raconter que 80% des collections, des achats d'œuvres en France, c'est moins de 5 000 euros. 5 000 euros, c'est une grande télé, quoi. Donc voilà, au lieu d'avoir une télé que vous allez transmettre à vos enfants, et en fait, ils vont rien en faire parce que la télé va durer 10 ans. Vous transmettez un tableau qui a passé toute votre vie dans la maison. C'est évidemment beaucoup plus affectif et beaucoup plus tendre et beaucoup plus chaleureux. Et c'est un rapport au temps qui est beaucoup plus profond que c'est un objet qui est un objet transitionnel, quoi. Et peut-être un dernier mot sur justement le côté international, parce que là tu parles... Moi je parle du côté, je vais vous dire pourquoi je parle du côté national, c'est que je pense que par exemple des choses comme Villa Albertine, c'est pas très intéressant au final parce que pour l'art contemporain, pour mon secteur, parce que si les artistes français sont pas assez chers, ça sert à rien de vouloir les transmettre aux États-Unis avec des droits de douane qui ont encore plus augmenté aujourd'hui. Mais le fait est qu'avec les droits de douane et tout ça, on n'est pas du tout assez cher, nous artistes français, par rapport à nos concurrents, par rapport aux Anglais ou par rapport aux Allemands, on est à peu près à 1/10 du prix. Donc ça, pour vous donner l'exemple, c'est Stéphane Coréard qui avait calculé ça, c'est les pavillons américains, le pavillon américain à Venise, la moyenne de tous les artistes, la cote est à peu près à 14 millions d'euros. 9 millions d'euros, 9 millions d'euros, je vais pas dire 9 millions d'euros. La cote française, c'est 150 000 euros. En moyenne de tous les artistes, quoi. Voilà. Donc c'est se dire que alors moi je suis pas dans l'argent et tout ça, ça m'intéresse pas. Mais par contre c'est quand même intéressant de se dire que c'est un sujet qui pourrait être beaucoup plus c'est économiquement intéressant. Quand Pierre Soulages meurt et qu'on fait le musée Soulages à Rodez, c'est 400 000 entrées par an. En fait, ça fait une économie quand même. Donc, et je veux dire, c'est peut-être intéressant de le prendre de cette manière-là, c'est-à-dire d'avoir un angle où on se rend compte que on est intéressant à utiliser, à travailler, voilà. Pour l'international, donc mon argument, c'est de dire il faut déjà être très très fort. Mais moi, j'ai un petit côté révolutionnaire. Donc les révolutionnaires, si on commence à faire l'international, ça n'a pas marché. Hein. Donc il faut vraiment partir d'un terrain, d'un vivier qui existe, quoi. Et là, moi, il y a plein d'artistes super intéressants qui travaillent très très bien. Et il y a juste un passage qui nous manque, quoi. Voilà.
Et je ne suis pas contre non plus un musée européen de la peinture à Paris, comme il y a un musée européen, par exemple, tout ce qu'il y a pour la photographie. Donc je sais que la photographie, c'est très dur et difficile en ce moment, mais enfin ils ont quand même le Festival d'Arles, ils ont le musée européen de la photographie, ils ont le jeu de paume, ils ont plein de choses pour travailler autour de leur médium, ils ont des théoriciens et tout ça, que nous on est vraiment des coups. Tu séparerais la peinture des autres Alors très bonne question, médiums. et là je vais prendre une réponse une chose que Maud Maris m'a dit, parce qu'elle me reproche ça également, donc c'est une très grande peintre, et elle me dit, mais moi je me sens artiste, je me sens pas peintre. Et là, au bout de 20 ans de travail, elle me dit, bon, quand je vais en Angleterre, je suis une artiste, quand je suis en France, je suis un peintre. Et c'est pas de sa faute à elle, on est médiumisé, on est ramené nous à notre médium. Donc il faut pas me reprocher de m'intéresser à ce médium-là, c'est parce qu'en fait, on est toujours ramené à cette chose-là, quoi. Donc c'est pas très grave, hein. Mais là, le fait est que c'est pas moi qui la ramène avec la peinture. Enfin, tu vois, moi je veux pas défendre que la peinture, quoi. Mais c'est juste qu'on est ramené à ça. Donc par exemple, moi, c'était un vrai sujet dans le ministère de la Culture, c'est Monde Nouveau de Bernard Blisten, 30 millions d'euros, 450 artistes pluridisciplinaires, aucun peintre. C'est qu'il y a un problème. Claire Tabouret pour les vitraux de Notre-Dame. Oui, mais ça, c'était oui. 3 nominés sur 4 pour le prix Marcel Duchamp des peintres. Mais ça, c'est tout nouveau. Ça, c'est quand même tout nouveau et c'est à force de pression. Et le fait est qu'il n'y a eu que 2 prix. Il y a eu que 2 prix Marcel Duchamp en, je sais pas quoi, 20 ans d'existence. C'est Carole Benzaken et Philippe Maillot. Voilà. Je crois que ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis sur la valeur commerciale des œuvres des Américains et celle des Français. Il y a évidemment, là, du coup, je renvoie la balle, mais plutôt vers le marché de l'art. Il y a quand même une interrogation à avoir sur le contexte du marché de l'art. C'est une culture qui peut s'apprendre. Hein. C'est une culture qui peut s'apprendre et je pense que ça passe par les artistes, c'est-à-dire de laisser passer la question des niveaux de prix, effectivement, j'entends souvent parler de cela. Encore une fois, les FRAC dépensent 2 fois plus d'argent pour acheter de l'étranger que des Français. C'est quand même un peu étonnant, tu vois, ce truc-là. Oui, mais je pense qu'il faut quand même défendre ce maillage français parce que, tu vois, ça vaut pour les FRAC, mais ça vaut pour les plus petits musées, etc. Tu parlais des expositions que tu as pu faire à Perpignan, par exemple, et il y a tout un tas de petits musées, de petits centres d'art dans lesquels tous les peintres qui sont là dans la sélection, quand on regarde leur CV, ils ont exposé dans ces Bien sûr. Dans ces musées. Mais il y a des îlots, évidemment. Ce maillage, il est quand même formidable. Et je le dis, par exemple, Cécile Debré le sait, on est aujourd'hui en très très grande difficulté pour les écoles d'art. Il y en a beaucoup qui vont fermer. Et ce fameux maillage qui était hérité du 19e siècle, il risque de sauter en éclats. Donc c'est vrai que je pense qu'on a des remarques à faire aux institutions, mais que jusqu'ici, elles ont quand même un peu tenu leur rôle. Non, mais moi, elles ont tenu leur rôle. Encore une fois, pour plein d'artistes, ça marche. Moi, je dis juste que pour la peinture, c'est un peu compliqué. Voilà, il y a un rapport un peu difficile dont on a parlé quand même aujourd'hui. Et je voulais finir sur un point, encore une fois, économique, comme on est quand même dans un salon marchand. Tu parlais du fait que, en gros, New York a volé l'idée d'art moderne à Paris. En 1945, la France, c'était 39% du marché mondial. Aujourd'hui, c'est 4% du marché mondial. Si on veut que ça soit un peu plus, parce qu'on aurait l'Allemagne c'est 7% par exemple, et il faut croire aux peintres. Parce que si on regarde tous les top machins de pognon, de tout ce qu'on veut, blablabla, ils disent tous les 100 premiers c'est des peintres. Il n'y a pas de secret. Les plus chers c'est Lucien Freud. C'est pas des installations compliquées et tout ça. C'est un objet unique, c'est très commercial. Voilà. Là, on peut le reprocher ou quoi que ce soit, mais le fait est que ça reste un objet de force. Parce qu'en plus, et c'est un autre point que après j'arrête, on peut aussi faire l'Europe des peintres. Là, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas l'Europe des peintres. Les écrivains entre eux ils s'échangent, ils ne se parlent pas la même langue, alors qu'on pourrait faire l'Europe des peintres qui est beaucoup plus simple parce qu'on parle la même langue, le même langage qui est le tableau, quoi. Et ça c'est quand même très beau parce que le début de l'Europe c'est quoi? C'est Rubens qui descend en Espagne pour voir Philippe IV d'Espagne, il croise le jeune Velázquez, il lui dit si tu veux être peintre il faut aller à Rome, et Velázquez va à Rome. Enfin voilà, c'est des histoires comme ça magnifiques. C'est le grand tour anglais où on allait voir œuvres d'art à l'époque, c'est Fragonard qui va voir Rubens. Enfin, c'est des histoires magnifiques à raconter. Et ça, pour le coup, il y a plein de perspectives très enrichissantes et très joyeuses. Donc vive la peinture. Eh oui, wouhou. Bon, écoutez, vraiment, merci. Normalement, il y aurait dû avoir un petit temps pour les questions, mais je crois que... Vous avez 1 minute 47. on arrive au bout. Vraiment, merci Cécile Debré, Thomas. Merci beaucoup. Et Thomas a dit qu'il fallait aller voir les peintres, et en effet, ils sont là dans la foire. Et je vous remercie vraiment de votre écoute. Merci beaucoup. Il y a Yann Lacroix, il y a Marion Bataillard, il y a Marius Buet. Wouhou.